Mesdames, Messieurs et chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter, avec tous les élus du département ici présents, la bienvenue au sein du conseil départemental. Je tiens d'abord à vous remercier, bien sûr, pour votre présence, votre participation à cette matinée de réflexion, d'échange, mais aussi de convivialité, autour de cette nouvelle étape, je dirais ce deuxième volet, de notre démarche de dialogue citoyen. Deuxième étape, car devant le constat que le dialogue citoyen est une attente forte auprès des Haut-Garonnais et aussi un engagement du groupe majoritaire du conseil départemental, en septembre, nous avons adressé à l'ensemble de nos concitoyens un questionnaire pour les inviter à réfléchir sur un processus de concertation. Pour nous, nous sommes un peu les élèves de Pierre Mendès France, qui, dans son livre « La République moderne », soulignait déjà « La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une case, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant 5 ans. Elle est une action continuelle du citoyen et suppose à ce titre sa présence vigilante. » Cette présence continuelle et vigilante, je souhaite, avec tous les élus de la majorité départementale, la faire vivre à travers vos propositions, vos contributions et vos avis. Il nous faut ensemble définir les moyens, les objectifs à atteindre et à évaluer en permanence afin de réussir cette démarche participative en faisant confiance, oui, confiance à la capacité contributive des citoyens. Mesdames, Messieurs, proximité, écoute, respect, débat, dialogue, transparence, voici notre conception du dialogue citoyen fondée sur notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Faire de la politique avec les citoyens, c'est faire en sorte que ceux-ci deviennent des acteurs du service public et qu'ils ne soient plus simplement des usagers ou des consommateurs. Pour nous, le dialogue citoyen haut-garonnais doit permettre la rencontre et le dialogue élu-citoyen, doit aussi articuler expertise d'usage, expertise technique, légitimité politique. C'est ce que j'appellerais la fertilisation croisée des projets et des services du département, doit aussi améliorer le service public par la participation des habitants comme partie prenante de l'action publique locale, doit aussi assurer ainsi un esprit d'ouverture et de transparence de l'institution départementale et enfin doit organiser un dialogue, une concertation sur les grands enjeux du département. Avec l'ensemble de la majorité départementale, nous savons que s'engager dans cette démarche de dialogue citoyen, c'est prendre le risque de la rencontre, de l'échange, du débat, voire du conflit. Mais il en va de la crédibilité de l'action politique. Ainsi, en 2016, nous allons avancer rapidement dans le processus de dialogue citoyen. J'ai nommé notre collègue Paulette Salle comme élue chargée du dialogue citoyen et je sais combien son investissement est moteur dans ce domaine. Après le lancement du questionnaire à l'automne, auquel plus de 8000 personnes en Haute-Garonne ont répondu, j'ai demandé à Anne-Marie Guéral de la société CPR Consulting de vous faire un compte-rendu et une analyse détaillée de la consultation effectuée via le questionnaire. Aujourd'hui, j'ai demandé aussi à Loïc Blondiot, enseignant en sciences politiques à l'Université Paris 1, et à Marion Carrel, sociologue, chercheuse au Centre d'études des mouvements sociaux, laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de la concertation citoyenne, de présenter les enjeux d'une démarche de démocratie participative renouvelée. Donc je les remercie tous les trois de leur présence ce matin et de leur contribution à nos débats et à nos échanges. Puis vous serez invités par petits groupes à partager vos réflexions pour ensuite proposer des éléments de synthèse en clôture de la matinée lors de la mise en commun des échanges. Pour terminer, Mesdames, Messieurs,
je dirais, nous avons besoin aujourd'hui en Haute-Garonne de ce grand débat. Nous avons besoin de nous poser ces questions pour avancer et proposer aux Garonnais d'instaurer ensemble un dialogue de confiance, faire appel à l'intelligence collective pour répondre aux préoccupations des habitants. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne matinée de travail et je vous remercie par avance. Merci de votre présence. Je vais vous présenter les résultats de la concertation qui a eu lieu par questionnaire. Donc alors les diapositives sont peut-être pas très fun parce qu'on est sur des éléments techniques. Donc l'étude, vous vous en souvenez, a été mise en ligne entre le mois d'octobre et le mois de décembre, soit 3 mois. Monsieur le Président l'a rappelé, on a près de 8500 personnes qui ont pris le temps d'aller sur le site qui était mis à disposition ou qui ont répondu via un questionnaire papier, mais de manière générale, les personnes, 7 sur 8, ont répondu via le site internet. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a été très surpris et heureusement surpris de la représentativité des personnes et de l'échantillon au total de réponses, puisque finalement, on a l'ensemble véritablement des villes, des communes qui sont représentées dans l'ensemble de ce questionnaire. Aussi une répartition en termes d'âge, de CSP. On voit par contre qu'il y a 2 publics, mais c'est finalement un peu à l'image de cette assemblée ce matin, c'est que les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 20 ans, et à l'inverse les plus de 70 ans, sont un peu moins représentés dans cette étude. Une participation aussi qui reflète des données INSEE, notamment sur l'ancienneté de présence dans le département, puisqu'on a 10% de personnes qui ont répondu, qui sont dans le département depuis moins de 4 ans. Excusez-moi, je me perds dans mes... Alors, deuxième point, nous avons essayé de comprendre finalement quels sont vos centres d'intérêt, quels sont les profils aussi des personnes qui ont répondu. Ce que l'on voit, c'est que les personnes ont eu véritablement à cœur de renseigner très précisément et de donner très précisément leur avis aux différentes questions, et notamment tout ce qui concerne la situation de la Haute-Garonne, les priorités pour le département et les moyens par lesquels on souhaiterait instaurer un dialogue. De manière générale, les personnes qui ont répondu sont aussi très concernées par l'actualité de leur territoire. Vous voyez, 74%, ce qui est très élevé. Ce sont aussi sûrement des personnes qui sont un peu plus engagées dans la vie sociale et citoyenne que la moyenne des Hauts-Garonnais. Et ce que l'on voit effectivement, c'est que c'est sûrement des personnes qui étaient très concernées et très, on va dire, centrées sur l'idée de participer à un dialogue. Alors, troisième point sur la caractérisation des personnes qui ont répondu, c'était leur connaissance de l'institution départementale. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on a des répondants qui connaissent plutôt bien l'institution départementale, vous le voyez, ils connaissent surtout bien de manière générale l'ensemble des missions du conseil départemental, plutôt bien le périmètre de leur canton, même si effectivement on constate quelques différences entre la partie rurale et la partie urbaine. Plutôt bien le nom de leurs conseillers départementaux, donc des binômes, et on va dire un quart d'entre eux, ce qui est plutôt intéressant, ont déjà rencontré l'un ou les 2 conseillers départementaux. Par contre, un peu moins de connaissances des principaux projets du département, seulement une personne sur 3 connaissent ces principaux projets. On peut retenir aussi là, et car vous le savez, il y avait la possibilité de s'exprimer de manière libre dans ce questionnaire aussi, tout l'intérêt à l'égard du dialogue avec les conseillers départementaux. Alors, si l'on fait le point sur la perception du département, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui considère pour vous comme des sujets d'amélioration, quelles sont les priorités? Dans un premier temps, quelle est votre perception de la situation de la Haute-Garonne,
De manière générale, si on regarde le graphique, même si c'est toujours un peu compliqué ces graphiques, si on regarde seulement les couleurs, si on regarde le vert clair et le vert foncé, qui correspondent à une situation qui est plutôt en amélioration ou en tous les cas une situation qui n'a pas évolué de manière mais qui est positive, eh bien on voit que généralement, on a plutôt une perception positive de la situation de la Haute-Garonne. De manière, on va dire, plus approfondie, vous ne le voyez pas sur le graphique, mais on le voit dans l'analyse, on a une position qui est plutôt consensuelle, c'est-à-dire qu'on a peu de différences selon les différents profils de personnes qui ont répondu, même si parfois on peut avoir des différences par territoire. 3 sujets sont aujourd'hui des sujets sur lesquels on considère une nette amélioration ou une situation qui est véritablement positive. Ce sont les 3 premiers, réseau de transport, réseau de téléphonie et Internet, accès aux loisirs et à la culture. 3 sujets en forte amélioration. Si par contre on regarde l'inverse, c'est-à-dire les 3 derniers sujets, c'est-à-dire ceux dont on considère qu'on voit le moins une amélioration, et voire même une situation qui s'est dégradée, on constate l'action sociale et l'insertion, l'économie locale et l'emploi, le monde rural et l'agriculture. Vous constaterez que sur le gris qui correspond à « je ne sais pas répondre, je n'ai pas forcément d'avis », correspond aussi à 2 sujets, notamment sur le monde rural et l'agriculture, sur lesquels un certain nombre de personnes ne se sont pas autorisées à donner une position, n'ayant pas de vision précise de l'évolution de ces deux points. Dans un deuxième temps, quelles sont vos priorités pour l'avenir de la Haute-Garonne? Qu'est-ce qui est important? Sans surprise, je dirais, parce qu'on le constate dans toutes les études que l'on réalise, le premier sujet de priorité concerne l'économie locale et l'emploi, avec toujours une situation, vous l'avez vu, que l'on considère un peu moins à l'amélioration, et de ce fait, ça reste un premier sujet de préoccupation. 2 sujets qui sont aujourd'hui des priorités sur lesquelles on considère qu'on a une amélioration de la situation, mais pour lesquelles on voudrait encore que cette situation s'améliore, concernent les réseaux de transport et ensuite l'éducation. Et puis je pointerai peut-être un dernier sujet qui est l'environnement et le cadre de vie, sur lequel on a aujourd'hui de vraies attentes que l'on voit monter de plus en plus. À l'inverse, les 3 sujets sur lesquels on a aujourd'hui une situation qui s'est améliorée, mais sur lesquels on a un peu moins d'attente, plutôt l'idée d'un maintien, sont effectivement à la fin de ce graphique. Est-ce que nous avions souhaité recueillir l'avis des différents participants sur l'action du conseil départemental et quelles étaient leurs priorités sur ce sujet? Alors, dans un premier temps, est-ce que les personnes qui ont répondu ont bénéficié ou pas des missions du conseil départemental avec, on va dire, vous voyez 2 publics, à la fois ceux qui ont bénéficié, puisqu'il y en a 67%, mais on a surtout des personnes qui, effectivement, aujourd'hui, sont plutôt concernées par le dialogue. Qu'est-ce que vous nous demandez? Vous nous demandez en priorité d'être plus sur 3 sujets incontournables qui concernent l'idée d'améliorer et de mettre à disposition de plus en plus de services en ligne via le site, c'est-à-dire pouvoir acheter les cartes de transport, etc., remplir des dossiers. Vous nous demandez de la personnalisation de la relation, avoir un interlocuteur bien identifié, et vous le voyez, ceci concerne une personne sur 2 qui a répondu. De manière moins complémentaire, on a d'autres attentes plus générales, mais s'il fallait retenir un seul sujet, ce serait l'individualisation de la relation, qu'elle soit à la fois via le web ou qu'elle soit en direction des services. Deuxième sujet, comment vous souhaitez dialoguer et sur quoi avec le conseil départemental? 5 grands sujets aujourd'hui sont pointés. Bien évidemment, en premier, le développement territorial et l'aménagement du territoire dans lequel on peut mettre le cadre de vie. Vous nous demandez à la fois de dialoguer au niveau du territoire et en même temps sur des grands projets. Deuxième grand sujet, ce qui concerne de la multimodalité, les routes, les transports, les réseaux, sur lequel vous voulez à la fois vous exprimer sur la qualité du service pour continuer à l'améliorer et en même temps sur les grands projets. Les collèges, dans un troisième temps, qui concerne effectivement là comment on peut continuer à améliorer la qualité du service, donner son avis, sa satisfaction, son insatisfaction, concerter sur les aménagements, les implantations.
Quatrième point, ce n'est pas forcément dans l'ordre, les solidarités, sur lequel de manière générale, vous nous demandez de concerter dans la proximité le plus près possible, avec une question quand même qui est comment mobiliser les personnes concernées puisqu'elles ont un peu moins répondu à cette étude. Et enfin, la culture et les loisirs, sur lequel vous souhaitez surtout concerter de manière importante sur des formes de concertation différentes, à la fois sur des grands projets. Alors, comment, par quels moyens? On a effectivement bien noté ce vrai désir de concertation citoyenne, puisque 75% des personnes qui ont répondu disent qu'elles souhaiteraient participer de manière plus ou moins active dans un dialogue. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est la multiplicité des formes. Le dialogue, ce n'est pas seulement un seul moyen, le web, c'est véritablement être capable d'articuler différentes formes. Vous voyez, beaucoup sont attachés à un dialogue dans la proximité, les rencontres, les rendez-vous avec les conseillers départementaux. 1 sur 2 concerne le dialogue via le web, mais qui n'est pas seulement de l'information, qui est aussi pouvoir agir. C'est aussi participer à des groupes, à des ateliers, à des instances locales, un peu moins sur le dialogue avec les associations. Et si je devais retenir, je dirais qu'aujourd'hui, on veut surtout des lieux de réponse pour être écoutés, pris en compte, dans lesquels on veut échanger, pas forcément toujours des réponses aux questions. Et on veut à la fois concerter sur des grands projets et en même temps, de manière très fine, sur les territoires sur lesquels on intervient. Pour terminer, je fais vite parce que le temps s'en comptait. On peut faire des jeux, des mots pour si l'on devait faire une conclusion. Mais bien évidemment, le premier mot, ce serait le dialogue. C'est à la fois échanger, être écouté. On va dire, vous avez même pour certains, lorsque vous vous êtes exprimé librement, parlé de référendum qui suppose d'être aussi associé aux décisions. Vous parlez bien évidemment de le faire dans la transparence, ça va de soi. Vous souhaitez aussi une forte mise en commun et on peut dire que ça reflète l'esprit du dialogue que vous souhaitez. C'est une participation qui permet véritablement à chacun de contribuer. C'est aussi, on va dire, dans l'idée de se rencontrer. C'est cette idée de se rencontrer, oui, bien sûr, mais surtout tenir compte de l'expertise citoyenne, c'est-à-dire de ce que les hommes et les femmes qui sont présents sur les territoires peuvent mettre à disposition comme matière dans ces réunions et dans ces échanges. Et vous souhaitez aussi, bien évidemment, travailler avec cette interactivité qui est le web, mais aussi sans oublier les différentes formes à des échelles de territoires qui ne sont pas que le département, qui sont aussi véritablement le territoire sur lequel je suis et à différentes échelles de projets. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Anne-Marie Guéral pour cette présentation claire et synthétique des réponses. En ce qui me concerne, je vais plus insister sur vos contributions concernant le dialogue citoyen. Ce que nous avons entendu, nous, en tant qu'élus, de vos réponses. Vous nous avez affirmé votre intérêt, vos exigences, vos propositions pour un dialogue citoyen au niveau du département. Ça vous a été dit, 71% des réponses vont dans ce sens. Sur les thématiques, une concertation appuyée sur les outils web, je n'y reviendrai pas, Anne-Marie l'a développé, mais aussi une forte demande d'implication dans les projets et les politiques du conseil départemental. Mais en parallèle du niveau départemental, vous avez beaucoup insisté sur la proximité, sur votre territoire. Vous souhaitez être acteur au niveau départemental, mais aussi être acteur sur vos territoires, sur vos cantons. Donc, si vous nous proposez de nombreux espaces de dialogue, ça a été dit, donc on y reviendra, je pense, au cours des discussions. Mais moi, je voudrais insister sur un point particulier, c'est surtout, vous avez parlé de l'esprit du dialogue. Vous souhaitez une participation, mais une participation active, pas une participation qui soit simplement une information ou un semblant de concertation. Vous voulez vraiment être acteur. Vous voulez aussi que soit pris en compte l'expertise citoyenne. Chacun d'entre vous, dans vos domaines respectifs ou sur vos territoires, vous avez une connaissance et vous souhaitez la partager avec nous, les élus, pour trouver les réponses les plus adaptées. Vous souhaitez que soit accordée une attention particulière à la convivialité. C'est des moments aussi importants. Si on veut qu'il y ait un échange, qu'il y ait vraiment un dialogue, il faut qu'il se passe dans la convivialité. Nous avons essayé de faire un exercice de convivialité aujourd'hui avec les tables. Nous espérons que ce dispositif vous conviendra.
Vous souhaitez aussi une concertation avec les différentes échelles, l'échelle du département, du territoire, mais aussi des différents projets. Et enfin, vous insistez sur la volonté d'être associé à la décision sur les projets importants. Anne-Marie en a parlé, c'est avec les référendums locaux, c'est une idée qui revient assez souvent. Mais moi, je voudrais insister sur un point qui nous a beaucoup interpellés, c'est tout ce que vous dites au niveau par rapport aux élus. Il y a dans vos réponses au questionnaire un certain nombre d'éléments qui qui nous interpellent en tant qu'élus sur notre rôle. Et vous en faites un point essentiel de la relation dans ce dialogue citoyen. Pour vous, il concentre sur sa personnalité les attentes de proximité tout au long du mandat. Vous souhaitez des élus qui soient proches de vous, qui soient sincères, transparents, qui rendent des comptes sur lesquels on puisse vraiment, vous pouvez il y a une évaluation. À la lecture de vos contributions, dans les questions ouvertes et celles de données quantitatives, vous reparlez de la refondation du rôle des élus plus accessibles, ouverts à tous, vous pouvez venir dans des permanences, devenir la cheville ouvrière d'un dialogue social. L'élu, pour vous, doit être un animateur du dialogue citoyen et dont le résultat n'est pas ficelé d'avance, c'est-à-dire on ne vient pas vous présenter quelque chose qu'on a déjà décidé. Nous avons bien entendu votre message et nous allons repenser ce lien entre l'élu et les territoires, entre l'élu et les citoyens. Nous avons à repenser notre rôle, notre place et votre rôle aussi à vous. La question que vous vous posez, c'est qu'allons-nous faire de ces propositions ? Elles vont nous servir de point de repère, de boussole pour construire ensemble ce dialogue citoyen qui va se dérouler tout au long du mandat. On n'est pas ici dans un exercice de clôture, on vous a consulté, on vous a entendu et maintenant on vous restitue et on repart chacun chez nous. C'est un exercice qui va se dérouler tout au long du mandat. Alors quelques éléments qui ne sont pas des éléments de réponse, mais qui sont un peu la manière dont on souhaite aborder certains points qui vous ont été présentés tout à l'heure. Vous nous avez dit l'importance d'expliquer l'action du conseil départemental, ses projets, son fonctionnement, ses compétences. Nous nous y attacherons et nous travaillerons avec vous comment améliorer l'existant. Nous le faisons déjà, mais certainement pas suffisamment puisque vous nous le rappelez dans vos réponses. Vous nous avez dit votre souhait de proximité. Et là, nous souhaitons aller vers les territoires de vie avec des temps d'échange, de dialogue, créer des espaces nouveaux de rencontres, comme ça a été dit tout à l'heure. Vous nous avez dit aussi vos préoccupations sur l'emploi, l'économie, l'insertion, l'accès à la culture. Il nous faudra créer des conditions pour que vous puissiez être consultés sur les grands projets, mais aussi sur les schémas que nous allons mettre en œuvre et qui vont orienter nos politiques. Vous nous avez dit que l'éducation, les collèges étaient des enjeux majeurs pour le présent et l'avenir du département. Il nous faudra inventer des espaces de co-construction sur nos projets de collège. Et enfin, vous nous avez dit votre exigence vis-à-vis de démocratique forte. Il faudra nous rencontrer régulièrement et construire ensemble des définitions communes, des modes de faire. Nous y allons nous attacher un peu aujourd'hui, mais ce n'est qu'un début et ça sera à construire au fil du temps. Nous avons ensemble tous notre mot à dire, habitants, forces vives du territoire, services départementaux, élus, sur tous ces sujets et bien d'autres encore. C'est ce que nous avons commencé à faire, à nommer le dialogue citoyen haut-garonnais. En conclusion, je veux vous dire, au nom de tous les conseillers départementaux, qu'avec notre administration, nous voulons, à la fois dans le cadre de nos missions départementales que dans nos cantons, agir avec vous dans le dialogue, la proximité, l'écoute, la construction collective et le débat. C'est notre engagement et nous nous y attacherons tout au long de ces années. C'est un grand chantier qui s'ouvre à nous. Nous avons besoin de votre expertise, celle de tous des habitants, des citoyens, des associations, des élus, des institutions et de notre administration qui travaillent tous les jours à nos côtés. Et celle aussi aujourd'hui de nos deux intervenants qui vont nous aider à poser les fondations et les bases de ce dialogue citoyen. En conclusion, le dialogue citoyen pour la Haute-Garonne, c'est créer ensemble les leviers pour construire autrement notre destin commun et une démocratie renouvelée. Merci à tous et à toutes. Merci.
Merci pour cette invitation. Avec Marion Carrel et moi, nous nous sommes répartis le travail. Moi, je dresse une forme de tableau général de cette question aujourd'hui de la participation citoyenne, et Marion sera beaucoup plus en phase avec un certain nombre d'expériences. Mais je vais essayer un petit peu de poser les problèmes, de poser les questions, les enjeux, et d'esquisser un certain nombre de pistes. Alors, je pense qu'il faut partir, ce qu'on ne fait pas assez souvent, partir d'une définition de la démocratie. La démocratie, on la définit finalement assez peu. La démocratie, c'est trois choses très différentes. C'est d'abord un système institutionnel, très clairement, un système institutionnel dont le principe est le suivant: chaque citoyen a la même possibilité d'influencer la décision collective. Chaque citoyen a la même capacité d'influencer la décision collective. Et la question se pose de savoir si aujourd'hui, nous sommes réellement en démocratie de ce point de vue. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, chaque citoyen a la même possibilité d'influencer la décision collective? Est-ce qu'il n'y a pas des forces qui ont un accès beaucoup plus simple à la décision et peuvent influencer la décision de manière beaucoup plus effective? Un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est la perte de prise des citoyens qui est liée au fait, me semble-t-il aussi, que l'élection détermine de moins en moins de choses. Le pouvoir le pouvoir politique est en train de s'affaiblir au profit d'un certain nombre d'autres acteurs qui n'ont jamais été élus, et c'est un vrai problème. Deuxième, je ne suis pas habitué à ce genre de configuration, voilà. Mais bon, voilà, on va essayer de s'y faire. Hein, donc, bon. Je ne sais pas à qui je parle, en fait. Hein, voilà, donc je vais regarder, je vais vous regarder, vous. Bon. Deuxième dimension de la démocratie. La démocratie, c'est une forme de vie commune. C'est une manière de vivre ensemble. C'est le sentiment que l'autre est votre égal et qu'il a le droit à la parole et à l'expression politique. Or, nous sommes dans une société qui, au final, dans son fonctionnement ordinaire, n'est pas très démocratique. Nous avons des relations qui sont très hiérarchiques, très brutales entre les citoyens, et vous avez des inégalités très très fortes et qui se traduisent par des postures de condescendance à l'égard de ceux qui sont en dessous de vous, ou de déférence quelquefois, ou de défiance très forte, parce qu'on ne se sent pas en confiance. Troisième dimension de la démocratie, et là-dessus non plus ça ne va pas très bien. La démocratie, c'est un état de conscience individuelle. C'est le sentiment de devoir, de pouvoir agir. C'est le sentiment d'avoir des responsabilités politiques. Or, dans nos sociétés, il me semble que les citoyens ont été progressivement transformés en consommateurs. Et qui plus est aujourd'hui, des consommateurs apeurés. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de perdre leur job, ils ont peur de perdre leur statut social, ils ont peur de l'autre, ils ont peur du migrant, ils ont peur de l'étranger, ils ont peur de la guerre. Et la question est de savoir si on fait une démocratie avec des consommateurs apeurés. Et donc c'est un des enjeux, à mon avis, très forts aujourd'hui de la démocratie. Donc à partir de ce constat, qu'en est-il aujourd'hui de cette exigence de participation citoyenne? De ce qu'on appelle en France, sans non plus définir toujours cette notion, la démocratie participative. Alors je vais utiliser une définition très très englobante de la démocratie participative. La démocratie participative, ce sont toutes les formes d'association des citoyens au processus de décision. Définition relativement neutre qui désigne à la fois l'offre de participation par les autorités politiques et ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie informelle, la démocratie sauvage, par opposition à la démocratie d'élevage que mettent en place les autorités élues. Cette démocratie sauvage, c'est celle des collectifs citoyens, c'est-à-dire de ces groupes qui décident de se prendre en charge eux-mêmes, finalement sans tenir compte, le plus souvent, des institutions, de l'administration, qui se posent quelquefois contre les administrations, mais souvent aussi en toute indépendance, comme s'ils n'en attendaient plus rien. Et il me semble que ça, c'est un des mouvements les plus intéressants aujourd'hui qui affecte la participation. Est-ce que la participation, elle n'est pas dans les jardins partagés, dans l'habitat partagé, dans les formes de collaboration qui se diffusent très largement dans nos sociétés et qui semblent anticiper un effondrement
de nos systèmes institutionnels, comme s'il fallait faire ensemble parce que plus personne n'est capable de faire pour nous. La démocratie participative, c'est donc aussi une démocratie du faire. C'est une démocratie d'interpellation, on interpelle les élus, mais quand ils ne réagissent pas, ou quand ils ont perdu leur capacité d'agir, ben on fait sans eux. Et à mon avis, dans ce tableau de la participation, il y a aussi cette dimension. Alors, je suis très heureux d'être ici au démarrage de quelque chose. Hein. On a l'impression qu'on est en train de fêter un baptême. Hein. Vous voyez, il y a une sorte comme ça d'excitation, mais aussi, bon voilà, on se demande ce qui va se passer. Et je vais essayer finalement de vous dire 2-3 choses de ce que je sais de la participation citoyenne aujourd'hui, de ce qui me semble son importance, telle qu'elle peut être mise en place par des autorités comme le Conseil départemental de Haute-Garonne. Alors, il y a d'abord une évidence de la démocratie participative. C'est une évidence absolue, pour 3 grandes séries de raisons. D'abord parce que les citoyens ont changé, parce que la société a changé. Les citoyens sont plus exigeants, ils sont mieux informés. Ils contestent aujourd'hui le fait d'être infantilisés ou soumis à un argument d'autorité. Il est clair que cette demande qui s'exprime dans l'enquête, on la rencontre. Par exemple, j'ai fait partie de la commission Richard sur la modernisation du dialogue environnemental l'année dernière, et il y avait des représentants des collectifs mobilisés contre les grands projets inutiles. Il y avait une dizaine de collectifs, Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Et ces collectifs, Sivins, ces collectifs ne récusaient pas la démocratie participative. Ce qu'ils récusaient, c'est la posture, l'absence de loyauté, l'absence de rigueur, l'absence finalement d'honnêteté de ceux qui étaient censés les organiser. Et ça, c'est un point qui me paraît capital. La deuxième raison d'évidence qui justifie le fait que l'on mette en place de la démocratie participative, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conflits de plus en plus nombreux, qu'il faut les canaliser, qu'il faut les organiser. Ça, c'est la première série de raisons. La deuxième série de raisons, c'est qu'aujourd'hui, si on veut finalement faire exister la démocratie, il faut que les citoyens s'intéressent aux affaires publiques. Il n'y a pas de démocratie sans citoyens. Tout ce qui peut conduire à intéresser, à solliciter, à politiser les citoyens est une bonne chose en démocratie. Sinon, Tocqueville l'avait dit, on change de régime. On n'est plus en démocratie. Ce sont des pouvoirs qui gouvernent à l'abri de tout contrôle. Et à mon avis, aujourd'hui, le danger, il est là. C'est que nos destins, nos vies soient pilotées par des acteurs sur lesquels nous n'avons plus aucune prise et qui ne sont pas forcément les acteurs politiques, mais qui dictent leur autorité aux acteurs politiques, je pense aux acteurs économiques, aux marchés, aux grands opérateurs du numérique. Là, il faut un réveil citoyen, il faut une insurrection citoyenne, sinon nous ne serons plus très longtemps en démocratie. Deuxième enjeu, et c'est pour moi capital, il faut produire des décisions de qualité, des décisions qui soient légitimes, mais qui soient aussi robustes, qui prennent en compte l'expertise citoyenne, l'expertise d'usage. Ça a été dit par Madame l'élu, Madame Salle. Effectivement, aujourd'hui, l'expertise d'usage est une donnée majeure. La démocratie participative, c'est une démocratie d'interpellation, c'est une démocratie du faire, mais c'est aussi une démocratie contributive. Parce que les experts, les élus n'ont pas la science infuse. On ne peut pas considérer qu'ils trouveront les solutions à nos problèmes dans une forme de dialogue en huis clos sans que l'imagination citoyenne soit sollicitée. Et donc cet enjeu de démocratie délibérative, et qu'est-ce que c'est que la démocratie délibérative? C'est le fait qu'une décision ne peut être légitime que si tous ceux qui sont concernés par elle ont pu s'exprimer sur cette décision. C'est ça l'impératif de démocratie délibérative, et c'est un impératif absolument majeur aujourd'hui. Or, cette promesse démocratique, elle n'est pas tenue. Cette évidence démocratique, elle n'est pas tenue. Vous le savez, la démocratie participative aujourd'hui, c'est une forme de trompe-l'œil, c'est une forme d'illusion entretenue par la communication. La plupart du temps, ce sont des espaces dont les élus, finalement, ne font pas grand-chose. Et donc, il faut s'interroger sur le pourquoi. Je ne vais pas m'étaler sur les obstacles à la participation, mais je vais en citer quand même 2 ou 3. La participation, d'abord, c'est très compliqué. Très compliqué de produire de la représentativité. C'est le syndrome du toujours les mêmes.
des suspects usuels qui sont là et qui prennent la place. Et là, il y a un danger de reproduction des inégalités par la participation. Quand ceux qui participent sont toujours des vieux mâles blancs éduqués, comme le disent mes collègues féministes américaines, les vieux mâles blancs, j'ai rien, je suis un vieux mâle blanc éduqué, mais ça fait souci, il y a un vrai problème de représentativité. La question c'est comment faire venir, et je pense que Marion a un certain nombre d'idées là-dessus, comment faire venir ceux qui ne parlent pas. Et même s'ils ne sont pas là, comment les faire parler par des moyens différents. C'est un point absolument capital, il faut le vouloir. Il faut qu'il y ait un enjeu et il faut qu'il soit là, véritablement. Deuxième problème, c'est un problème d'échelle. Sur toutes les concertations autour des projets, des enjeux, en général, ceux qui se mobilisent, c'est les riverains. C'est ceux qui se sentent directement concernés. Or, il y a un biais là, très clairement. Le projet profite à d'autres que ces riverains et il faut organiser le débat à la bonne échelle. Et donc, ça demande finalement une réflexion. Et puis, troisième problème majeur, c'est l'impact sur la décision. On est dans un système de démocratie représentative, on ne sait pas faire mieux. Personne n'est prêt à jeter le bébé avec l'eau du bain. On pourrait imaginer de substituer le tirage au sort à l'élection. Mais pour l'instant, certains y pensent. On y réfléchit. Moi, je propose un certain nombre d'éléments là-dessus. Mais ça ne suffirait pas et ce serait, à mon avis, beaucoup trop risqué aujourd'hui d'une substitution complète. Donc les élus ont le dernier mot. Tout le monde l'accepte. Mais encore faut-il que lorsqu'ils font de la participation, ils prennent en compte de temps en temps cette participation dans les choix finaux. Or, une participation qui n'aboutirait jamais à la décision, à mon avis, aurait toute chance de produire de la frustration. Donc il y a un enjeu, un défi, qui est que les élus, finalement, reconnaissent la valeur de ce que apportent les dispositifs de démocratie participative. Et puis, dernier obstacle. Alors là, je suis un petit peu dans une forme d'avertissement. Il y a une question de posture. Il y a une question de posture. Je l'ai dit, nous vivons dans une forme de société et de système politique où on sacralise les élus, où on sacralise l'autorité, où les élus et les experts passent leur temps à se mettre à distance des citoyens en rappelant qu'ils sont les meilleurs ou qu'ils détiennent la légitimité. C'est une évidence absolue. Il faut changer cette posture. Les démocraties qui fonctionnent sont celles où les élus ne sont pas aussi protégés, où les élus ne cherchent pas constamment à instrumentaliser la participation. Et ça, c'est un point qui est capital. Mais il faut un changement de posture aussi des citoyens. Il faut que les citoyens arrêtent, me semble-t-il, d'être dans une situation d'attente, de fascination, répulsion vis-à-vis des élus. Parce que c'est un piège. Les élus, on les met sur un piédestal, mais dès qu'ils ne sont pas à la hauteur, à ce moment-là, on les foule aux pieds, on les rejette, etc. On a un rapport qui est schizophrénique et infantile aux élus, me semble-t-il, et aux experts. Donc ce changement de culture qui passe par l'école, nous ne formons pas des citoyens, est une condition de la démocratie participative. À l'école, qu'est-ce qu'on favorise? L'individualisme, la concurrence, l'autorité du professeur. Vous regardez les autres pédagogies que l'on emploie dans les pays où la démocratie fonctionne, le système scolaire repose sur des principes radicalement différents. Il faut changer de culture. Dernier point, il y a des raisons d'espérer. Et pourtant ça marche, quelquefois. Ça marche. Oui, je vais essayer d'indiquer un certain nombre de pistes. Ça marche dans des conditions qui apparaissent complètement hostiles à la participation. Par exemple, je vais prendre deux exemples. Le budget participatif, tel qu'il est pratiqué dans certaines villes d'Amérique latine et à Porto Alegre, a montré qu'on pouvait mobiliser les plus pauvres, les catégories sociales les plus défavorisées. À quelles conditions? D'aller les chercher et de mettre en jeu des questions importantes pour elles. Le tout à l'égout, les infrastructures, l'éclairage public, des choses essentielles. Il n'y a pas de démocratie participative sans enjeu, sans finalité. Des gens pour qui c'est compliqué de se mobiliser parce qu'ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas confiance en eux, ne le feront que s'il y a quelque chose à gagner à la participation. Pour quelqu'un qui est passionné par la politique,
il n'y a pas vraiment d'effort à faire. Mais pour des gens qui ont bien autre chose à faire, il faut qu'il y ait un enjeu. Autre expérience, j'ai vu des collectivités locales installer la concertation dans la durée, dans leur manière de construire l'action publique. Des conseils généraux ou des conseils départementaux maintenant, des municipalités, des conseils régionaux. Là, il y a quelques conditions. La constance, la volonté politique réaffirmée par le président de l'exécutif et la mobilisation des services. Ça marche. Ce sont des dynamiques très fragiles, mais qui mettent du temps à se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, on peut assister à des transformations réelles. Mais ce sont des dynamiques extrêmement fragiles. Et c'est pour ça que je lance cet appel au conseil départemental de Haute-Garonne. Ça prend du temps, c'est compliqué, mais ça peut marcher. Dernier point, parce que je suis très long, j'ai l'habitude d'être très long, et pour l'instant, personne ne m'a arrêté. Donc j'en profite, hein, évidemment. Les conditions. Faire attention aux détails, faire attention aux formes. Il y a aujourd'hui tous les outils pour faire de la participation. Tous. On a ce qu'il faut en magasin. La question n'est pas de savoir ce qui marche, tout marche, à condition de le vouloir. Entre le budget participatif, le forum ouvert, les nouveaux outils numériques, honnêtement, il y a des professionnels de la participation. J'ai créé un master d'ingénierie de la concertation. Cette ingénierie, elle existe. Ce qui manque, c'est la volonté politique d'utiliser vraiment ces outils avec profit. Deuxième élément, ne jamais oublier les absents. Toujours faire en sorte de les faire venir par des modalités nouvelles de prise de parole. Marion en parlera, le théâtre, l'expression artistique, la méditation, etc. Bon, tout ce que vous voulez. Moi, je pense qu'il faudrait, par exemple, avant chaque réunion participative, faire un quart d'heure de méditation, 5 minutes, un quart d'heure de méditation, ça changerait tout. En France, ça changerait tout. On éviterait le dialogue, l'affrontement, le dialogue de sourds, hein, qui est le trait commun de nos réunions publiques. Donc vous avez des technologies qui nous permettent ça. Autre élément qui me paraît capital, là où il y a conflit, il faut des tiers. Là où il y a conflit, il faut des tiers garants. Il faut des gens qui ne sont pas partis au conflit, mais qui organisent le débat public. Il n'est pas possible que l'autorité ou le maître d'ouvrage soit jugé parti, hein, et soit l'organisateur du débat. Et ça, c'est un point qui me paraît capital. Et puis, dernier point, Madame Salle a insisté là-dessus, la convivialité. En France, la participation est synonyme d'ennui mortel. L'ennui mortel d'avoir à écouter des élus ou des experts pendant des heures, sans pouvoir prendre la parole, sans pouvoir s'amuser. Si vous allez en Amérique latine, vous apercevez que c'est aussi une occasion... Pardon ? Vous allez devoir conclure, du coup. Ah, mais merci. Bon, voilà, j'attendais. Enfin. Voilà, il faut organiser un débat, ça c'est très clair. Donc, c'est synonyme d'ennui mortel, il faut produire de la convivialité, produire de la fête, et ça fonctionne d'un certain point de vue quand on prend ce risque. Voilà, je m'arrêterai là. Je pense que ma collègue Marion Carrel va être infiniment plus enthousiaste que moi, mais je voulais vous dire ces 2 ou 3 choses sur la participation citoyenne. Merci. Merci. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus précisément de la question des absents, comme on les dit, on les appelle les absents, les éloignés de la participation, de la parole publique. Ce sont les jeunes, on l'a vu dans le questionnaire, les personnes peu diplômées, les pauvres, les personnes qui n'osent pas s'exprimer, dont on se demande toujours comment les faire venir dans la participation, les dispositifs participatifs. Alors, commencer quand même par dire que notre histoire, on porte un certain héritage sur ces questions-là. Il y a quand même un soupçon de non-citoyenneté qui pèse sur une partie de la population. Si on se rappelle que jusqu'en 1848, on était dans un suffrage censitaire, c'est-à-dire que n'avaient le droit de vote, étaient citoyens, n'avaient le droit de vote que les personnes qui payaient le cens d'impôts, donc qui avaient un certain niveau de revenu. Autrement dit, les plus pauvres n'étaient pas considérés comme citoyens, n'avaient pas le droit de vote. Les femmes, évidemment, jusqu'en 1945, n'ont pas le droit de vote, n'ont pas le droit d'exercer ce pouvoir citoyen. Les moins de 21 ans, donc jusqu'en 1974, lorsqu'on n'a pas 21 ans, on n'a pas le droit de voter non plus, c'est passé à 18 ans. Un sociologue très connu, Pierre Bourdieu, nous dit quelque chose de plutôt déprimant au départ. Il nous dit que les dominés n'ont pas d'alternative autre entre se taire
donc ne pas être entendu, être en dehors du débat public, ou être parlé, c'est-à-dire être parlé par d'autres, par des experts comme nous d'ailleurs, par des professionnels, par des élus. Je pense que si on réfléchit à ces questions, on est quand même nombreux à estimer que s'il y a une troisième voie possible pour les dominés, les plus pauvres, les moins diplômés, et qu'ils parlent, ils ont plein de choses à dire, et il y a tout un tas de collectifs citoyens, que ce soit autour d'ATD Carmont, du collectif Pouvoir d'Agir, Passe en nous, il y a plein de collectifs qui montrent que ces gens-là ont plein de choses à dire et le disent. Il y a plein de professionnels aussi qui montrent tous les jours, des gens qui travaillent dans le développement social local, dans l'éducation populaire. Il y a plein d'élus aussi, certains en tout cas, qui sont dans cette posture de dire oui, il y a des personnes qui parlent et qu'il faut écouter. Cependant, il est vrai que dans la plupart des cas, ces personnes ne sont pas entendues. Il y a des gens chez ATD Carmont qui disent une formule qui me plaît bien, qui disent il n'y a pas de sans voix, il y a des sans oreilles. Donc c'est plutôt à nous, partout, je pense, dans nos vies professionnelles et personnelles, peut-être, et locales, dans nos quartiers, à ouvrir les oreilles. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne. Je rejoins tout à fait Loïc quand il parle de révolution culturelle, finalement, dans nos manières de vivre en démocratie. Alors, il y a plein d'effets bénéfiques à attendre de la participation, c'est pas la peine de revenir, mais là où je voudrais insister, c'est pourquoi en général ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a comme situation en général dans nos tentatives de faire de la participation? Ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait de la participation. C'est-à-dire l'objectif derrière faire participer, écouter les personnes, n'est pas clarifié. Il peut y avoir un objectif purement communicationnel, presque, communicationnel de faire passer des projets, d'améliorer la légitimité des institutions, et qui n'est pas clairement exprimé, ou il peut y avoir des objectifs qui vont plus vers ce qui nous intéresse, qui est, c'est-à-dire l'émancipation des personnes et la démocratisation des institutions. Ce qu'on constate le plus souvent en France, c'est malheureusement des situations où on est dans des choses que j'appelle moi l'injonction participative. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on demande aux populations, aux personnes, et notamment les personnes les plus précaires, de participer. Alors, on fait poser tout le problème démocratique sur les épaules des personnes, des citoyens, et en plus, en particulier, des personnes les plus éloignées, les moins diplômées, sans remettre en question le fonctionnement institutionnel. C'est-à-dire que s'il y a un problème de participation, c'est que les gens ne sont pas adaptés, c'est qu'ils se comportent mal, c'est qu'ils ne parlent pas correctement, c'est qu'ils parlent de manière... Ils sont rivés à leur intérêt particulier, ils ne sont pas capables de se mettre au niveau de l'intérêt général. Et c'est bien de leur faute. Et donc la solution qu'on met en place en général, c'est on va d'abord les former. Alors il faut d'abord leur expliquer, comme c'est compliqué l'action publique, alors on va leur expliquer des budgets, on va leur expliquer plein de choses, et puis on va essayer d'étouffer un petit peu toute parole conflictuelle, toute parole qui serait hors norme. Évidemment, les jeunes, les moins diplômés, quand ils se retrouvent dans un système comme ça où on va essayer de les formater et où on va leur faire porter à eux la responsabilité du problème démocratique, évidemment ils ne sont pas bêtes. Ils partent en courant et ils ne reviennent pas. Et on a des situations, c'est pas la peine de vous faire trop de descriptions, mais on arrive à des réunions publiques qui sont des caricatures participatives, et malheureusement c'est aussi parce qu'on n'a pas trop la pratique en France par rapport à d'autres pays, où on a 3/4 d'heure de présentation institutionnelle et derrière peu de débat, et surtout un objectif de participation qui n'est pas clarifié. Pour en venir maintenant, alors il y a plein de raisons à ça, c'est pas la peine de trop développer, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, j'arrive rapidement à des manières de dépasser cette injonction participative qui quand même a pour effet délétère, dramatique, de renforcer les stéréotypes des habitants vers les institutions, des institutions vers les habitants, de creuser encore le fossé démocratique, c'est-à-dire la promesse déçue de participation, elle est catastrophique. Les gens, moi dans les quartiers populaires où je travaille, je vois tout le temps que les gens ont envie, viennent, d'ailleurs ça transparaît dans le questionnaire, ont envie d'être écoutés. Quand on leur dit venez participer, ils viennent. Quand ils se rendent compte qu'il n'y a rien à gagner, comme l'a dit Loïc Blondiot, que c'est jamais le bon moment lorsqu'ils parlent, ils parlent jamais correctement et c'est pas le moment,
eh bien, ils repartent déçus et extrêmement critiques et extrêmement désabusés. Et certains disent ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne sert à rien d'aller se déplacer dans ces forums. Et du point de vue des professionnels et des élus qui se mettent en danger aussi, donc, parfois dans ces arènes-là, ils repartent aussi avec le sentiment que ça ne sert à rien d'aller discuter avec la population puisqu'ils ne sont pas capables de se mettre au niveau de l'intérêt général, ils ne sont pas corrects, ils boycottent l'Assemblée, ils ne parlent pas bien. Donc voilà, on est souvent dans un cercle vicieux comme ça de renforcement du fossé démocratique. Comment en sortir ? En 2 minutes, mais vous allez travailler et vous allez discuter de tout ça maintenant. Il y a vraiment 2 voies pour le développement du pouvoir d'agir à réfléchir. D'une part, la voie de l'action collective, de la prise de confiance et dans l'action collective, dans les groupes, dans les quartiers, dans les entreprises, pour que les personnes passent d'un sentiment de colère, de violence et d'injustice à de la délibération déjà entre eux pour pouvoir construire une parole. Donc là, il faut soutenir bien sûr tous les collectifs et réfléchir aussi aux manières dont elles peuvent vivre de manière autonome vis-à-vis des pouvoirs en place. Et puis l'autre voie, c'est démocratiser nos institutions et améliorer nos manières de faire de la démocratie participative. Alors là, j'arrive à 5 points très rapidement pour réfléchir, 5 axes de travail. Premier axe, la clarification des objectifs qu'on vise derrière la participation, c'est-à-dire se demander toujours pourquoi la participation, pour quel objectif, en se demandant si c'est pour faire retomber aux citoyens toute la responsabilité de ce qu'ils doivent faire et peut-être moins de services publics, hein, peut-être la déviance qui est de dire derrière la participation, bah, ça va être les personnes qui vont faire qui vont régler les problèmes. On n'a plus besoin de services publics, on n'a plus besoin de redistribution des richesses. C'est peut-être un risque aussi dans la participation. Ou à l'opposé, un objectif peut-être de transformation sociale, de transformation des institutions, d'émancipation des personnes. Et avec toujours ce premier paquet de choses de clarification des objectifs, un volontarisme politique, Loïc Blondiau l'a bien souligné, très important, ce qui veut dire qu'il faut des moyens, du temps. Pour les professionnels, il faut un temps de travail dédié à la participation. Pour les personnes qui se déplacent, il faut des conditions aussi, hein, des crèches quand on a des enfants, tout un tas de choses. On peut parler parfois d'indemnisation, il y a plein de pistes. En tout cas, un volontarisme politique, très important. Deuxième élément, le lien avec la décision. Loïc Blondiau l'a bien dit aussi, quand il dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose à gagner. Il faut absolument réfléchir au lien entre participation et décision et le clarifier. C'est-à-dire que les gens ne sont pas bêtes, encore une fois, on est tous capables de comprendre qu'un dispositif participatif, il va aboutir à un faible lien avec la décision, qui par exemple, dans 3 mois, on va écouter vos propositions, dans 3 mois, on va revenir et on va répondre point par point. Déjà ça, à minima, dire ce qu'on va faire de la parole des gens, c'est trop peu fait en France encore. Et il y a probablement du travail à faire pour que le lien entre participation et décision soit plus fort. Alors, le maxima, c'est effectivement qu'il y a un pouvoir de codécision, comme dans le budget participatif tel qu'il était inventé. Et il y a plein de gradations possibles entre participation et décision qu'il faut clarifier. Troisième dimension, donner la place, laisser place à la question collective et conflictuelle en démocratie, c'est-à-dire, ça a été déjà dit aussi, hein, ne pas craindre la vigilance citoyenne. Je n'ai pas entendu parler de vigilance ce matin dans le discours du président. Donc ça, notre collègue Rosan Vallon en parle bien quand il parle de contre-démocratie, ce qui n'est pas la déliquescence de la démocratie. On n'est pas en train de dire qu'il faut détruire la démocratie, mais l'importance de la contre-démocratie, c'est l'idée qu'il faut du contrôle, de la vigilance citoyenne qui puisse s'exercer sur les institutions. Et forcément, ça a une dimension conflictuelle, ça. Hein, mais il faut pouvoir l'accepter et ne pas craindre toujours tout conflit comme forcément délétère. Non, au contraire, notre enjeu avec notre démocratie qui va assez mal et dans nos quartiers populaires, l'enjeu c'est bien de passer de la violence, du sentiment de violence, du sentiment d'injustice à du conflit démocratique. Voilà. Et pour ça, il y a plein d'outils à réfléchir. 4e paquet de préconisations ou de réflexions, c'est tout ce qui a trait évidemment à l'animation. Donc comment animer la participation, là il y a plein de choses à dire et ça a été dit, il faut que ce soit des personnes tierces, hein. C'est plus imaginable que ce soit
le responsable de service ou l'élu qui anime un débat participatif. Il faut inventer tout un tas de techniques qui permettent de réduire les inégalités de parole en situation. Donc, par exemple, ne pas utiliser que l'écrit, utiliser ce que l'éducation populaire sait faire de longue date, hein, mais utiliser d'autres supports. Ça peut être effectivement le théâtre forum, le théâtre de l'opprimé, ça peut être la vidéo, ça peut être des techniques de travail en petits groupes, en grands groupes, dans le temps, bref. Et il faut, ça a été dit aussi, réfléchir à la dimension de sociabilité, de se faire plaisir aussi dans ces démarches. Et puis, il faut absolument ne pas craindre de repartir des problèmes des personnes, puisque les personnes les plus éloignées de la parole publique sont celles qui, d'abord, souvent ont du mal, ont honte ou ont peut-être des réticences à s'exprimer en public, et puis partent de leurs problèmes quotidiens. Et de leurs problèmes de palier, de leurs problèmes de hall d'immeuble, etc. Et bien souvent en France, quand les gens rentrent sur ces questions-là avec un peu de colère ou d'indignation ou d'émotion, on coupe court parce qu'on dit c'est pas comme ça qu'on parle, il faut se placer tout de suite au niveau de l'intérêt général. Or, la clé des personnes que j'ai pu observer et qui font de la participation innovante sur ces questions-là, c'est justement d'écouter et de partir de ces points de vue-là pour croiser ces paroles avec d'autres paroles, avec une parole d'un professionnel, avec la parole d'un élu. Tiens, il y a telle colère, comment ça se fait, d'où ça vient, voilà. Et ça, il faut savoir l'animer et il faut développer des compétences sur ces questions. Et puis dernière dimension, c'est la dimension de coproduction de l'enquête sur le vivre ensemble. Donc se donner les moyens de coproduire l'expertise, coproduire le savoir, coproduire le point de vue sur les choses. Et là-dessus, je termine sur ça, il faut évidemment sortir d'une logique où il faut former uniquement les citoyens, et en plus les plus pauvres comme par hasard. Non, l'enjeu et la révolution culturelle aussi, c'est de passer à de la co-formation, c'est-à-dire qu'en situation, on apprend les uns des autres, que ce soit élus, professionnels, habitants. Et donc qu'on sorte de cette conception-là. Je termine par une dernière parole. C'est un collègue à nous, américain, qui s'appelle Fung, qui dit que la participation, en fait, elle est doublement révolutionnaire. Elle est doublement révolutionnaire. Pourquoi la participation? D'une part, parce qu'elle supposerait qu'on soit tous égaux, qu'on ait tous, ce qu'a dit Loïc Mondieu à l'introduction, qu'on ait tous la capacité égale à se faire entendre. Or, on vit dans des sociétés inégales, injustes quelque part. Et puis, deuxième raison pour laquelle c'est révolutionnaire, c'est que ça suppose que nos institutions fonctionnent de manière démocratique. Or, et particulièrement en France, on a quand même une histoire et des pratiques de l'action publique qui est peu ascendante, hein, qui est peu collective, voilà. Et donc, dans un monde inégalitaire, imparfait, dans une administration qui n'a plutôt pas été dans cette tradition-là, voilà, historiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on attend la révolution, c'est l'éternel débat, mais on risque d'attendre longtemps. Soit, ce que Fung dit, il faut qu'on distille un petit peu partout dans nos pratiques des formes participatives, des formes délibératives, hein, petit à petit, et qu'on fasse preuve d'activisme par le petit bout, par les petites pratiques, et que ça contribue à transformer nos institutions. Voilà, merci. Bon, merci beaucoup, M. Mondieu et Mme Carrel. En travaillant sur des mots pour pouvoir mettre en avant l'Arabie. Peut-être ça va m'être difficile de vous le traduire de manière très précise, mais il faut bien rassurer sur le fait que ça sera analysé tout à fait en détail. Donc travailler sur le dialogue citoyen, c'est à la fois travailler sur les priorités, sur la transparence, sur se rencontrer, sur cette interactivité. C'est aussi prendre en
en compte des éléments sur à qui s'adresser, le temps d'échange et d'écoute, le rôle important de l'élu perçu comme un médiateur et sur, on va dire, l'idée de débat au travers de différentes instances, les associations de quartier, les comités de quartier, les conseils citoyens, voilà. Et, je crois que le mieux c'est qu'on affiche et que vous regardiez parce que ça va être difficile en quelques mots de traduire tout ce qui a été produit. Voilà. Alors, j'ai un schéma, donc je vais essayer rapidement de vous dire. On a un triangle d'organisation un petit peu avec les services, l'élu et le citoyen. Les services, c'est l'expertise, l'acquisition reconnue, qui propose et qui les élus décident. La relation entre les services et le citoyen se fait souvent par le milieu associatif et la relation entre le citoyen et l'élu à travers des associations ou des collectifs. Donc on va essayer de camper un petit peu l'organisation. Voilà. Les questions qui sont posées, c'est qu'en général le citoyen est éloigné de cette décision. La légitimité de l'expert, c'est repenser les espaces de concertation, les moments, les lieux et les formules. Différentes formules, chaque fois adaptées à la problématique. Des principes aussi et des vigilances, c'est garantir une concertation différente avec des ateliers participatifs sur des sujets à la fois concrets et communs. Des lieux autres pour le débat, une chose différente, et des supports aussi adaptés à chaque fois, qui peuvent être différents, des films, des supports écrits. De l'information à la base et pas simplement de la communication, c'est ce que je comprends dans la phrase, et aussi plus de convivialité, participer, ça soigne, c'est un petit peu la conclusion du groupe, je ne sais pas si c'est une conclusion. Alors même si c'est un peu compliqué, on nous a demandé effectivement de réagir et à un certain nombre de choses qui ont été dites et donc de compléter ce que nous avions dit en introduction. Alors il me semble par exemple que parmi les priorités qui ont été évoquées, c'est l'exigence d'un retour, l'exigence de justification, qui pose la question vraiment de la coexistence entre démocratie représentative et démocratie participative. Je répète qu'effectivement, les élus ont le droit de ne pas suivre complètement la participation. C'est leur droit dans un système de démocratie représentative. Mais il est clair, par ailleurs, qu'ils ne peuvent pas toujours tourner le dos ou ne pas prendre en compte la participation. Là, on est vraiment dans une forme de déni de légitimité qui est extrêmement problématique. Mais à minima, quels que soient les choix faits par l'élu, il faut qu'il justifie ses choix, qu'il revienne devant les citoyens en disant « voilà ce que nous avons décidé, pour telle ou telle raison, voilà pourquoi nous n'avons pas pris en compte ce que vous avez dit, pour telle ou telle raison. » Et c'est d'un certain point de vue ce respect-là minimal du rôle du citoyen qui doit être fait, et je peux vous garantir que cette exigence de retour, de justification n'est pas toujours respectée dans les démarches que j'ai pu observer. Autre point qui paraît important, la question de la représentativité. C'est vrai que nous y sommes absolument hypersensibles avec cette idée que l'élu est représentatif par définition, puisque sa légitimité repose sur l'élection. Le problème aujourd'hui, c'est que l'augmentation du taux d'abstention aux élections remet un petit peu en cause la représentativité des élus. Certes, leur légitimité est supérieure, mais il ne faudrait pas non plus qu'ils considèrent qu'ils sont en mesure de parler tout le temps et toujours au nom de l'ensemble de la population. Donc l'un des enjeux, c'est d'introduire de la représentativité dans les dispositifs. C'est d'éviter effectivement les biais que l'on rencontre dans la démocratie représentative. Parce qu'il y a des catégories qui ne vont pas voter plus qu'elles ne participent. Les inégalités, ou en tout cas les biais sociologiques sont les mêmes dans les deux mécanismes. Moi, je reviens sur cette idée que quand vous mettez en place un dispositif, il faut que vous soyez en mesure de mesurer ses limites en termes de représentativité. Et donc, nous disposons aujourd'hui de suffisamment de techniques pour faire apparaître, pour représenter
la parole de ceux qui ne sont pas là dans les instances. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a. Alors évidemment c'est compliqué, on aimerait finalement produire toujours suffisamment de représentativité, mais par l'enquête, par la vidéo, ça a été dit, par des tas d'autres moyens, ceux qui ne sont pas physiquement présents doivent pouvoir l'être politiquement, et puis ils ont des porte-paroles aussi, donc leur absence physique n'est pas forcément synonyme d'absence politique. Communication. Marion l'a dit très clairement, la participation, ça n'est pas de la communication. Si la seule finalité de la participation, c'est la communication, ça ne sert à rien. Mais deux choses à noter. Un, il y a une difficulté spécifique à communiquer sur la participation. Les médias ne s'intéressent pas à la participation. Ça n'est pas suffisamment spectaculaire, sauf quand elle dégénère en conflit. Là, dès qu'il y a du sang, ils viennent, dès qu'il y a du conflit. Mais sinon, voir des gens discuter et essayer de trouver un accord dans une salle, ça ne fait pas la une des médias. Donc on ne peut pas compter sur leur participation à la visibilité de ces dispositifs. Et puis il y a une autre raison, c'est que quelque part, les journalistes sont aussi partie intégrante souvent des élites intellectuelles, sociales, qui ont des préjugés à l'égard de la participation. Mais je crois, et ça a été dit tout à l'heure, qu'il faut communiquer sur les dispositifs de participation. Il faut évidemment informer sur leur existence, mais aussi restituer ce qu'ils produisent. Parce que le problème, c'est que les citoyens font des choses, mais on ne reconnaît jamais l'utilité de ce qu'ils font. Donc mettre en valeur symboliquement la contribution citoyenne, c'est un impératif. Et là, les latino-américains, vous m'excusez, mais je les mobilise souvent, ils font beaucoup mieux que nous. Ils interrogent des gens, ils mettent en scène, ils font des événements sur la participation qui donnent des retours symboliques très forts à ceux qui participent. Ça, c'est un point important. Sur la formation des citoyens, oui, mais selon les dispositifs, ce n'est pas le même type de formation qui doit être mis en place. Il y a un risque qui est de dire qu'il faut que les citoyens soient très formés. Grosso modo, il faut qu'ils maîtrisent les dossiers avant de pouvoir parler. Non, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est n'importe qui peut prendre la parole, porter un jugement politique sur n'importe quelle question sans être un spécialiste de cette question. Sinon, on n'est plus en démocratie, on est en technocratie ou dans un autre modèle. Donc n'exigeons pas ça. Il y a des dispositifs. Un dispositif dont je n'ai pas parlé, mais qui est très présent sur le marché des techniques de participation, c'est la conférence de citoyens ou le jury de citoyens. Vous prenez 15 à 20 citoyens profanes, connaissant rien à un sujet, vous les formez, vous les confrontez à des experts pendant plusieurs week-ends, et là, ils produisent ensuite un avis. Ils ne sont pas devenus des spécialistes, mais ils ont acquis la compétence qui leur permet de porter un jugement informé. Et je peux vous assurer que vous prenez des citoyens qui n'ont pas fait d'études, qui sont socialement plutôt déconsidérés, ils sont tous capables de se mettre à la hauteur de l'enjeu après une formation. Et ça, c'est très important. Et puis je termine quasiment là-dessus, pour laisser un peu de choses à ma collègue. Un petit point. J'ai entendu pas mal de choses sur la légitimité des élus, etc. On peut peut-être revenir juste sur une chose, c'est l'évolution historique aussi de la légitimité en démocratie. La légitimité des élus, elle repose beaucoup moins maintenant sur le charisme et le côté éclairé du décideur, mais elle repose sur le fait qu'il a pris une décision à l'issue d'une démarche qui se veut constructive, participative. C'est-à-dire que le citoyen, il est attentif au fait que la façon dont la décision a été prise après tout un processus de consultation. Mais ça ouvre aussi sur... j'ai entendu aussi parler de transparence. J'ai vu sur un des dessins Open Access, ça peut aussi nous faire réfléchir sur les progrès qu'on peut faire dans nos démocraties, sur la manière dont on rend visible
les décisions, mais aussi toutes les données, pourquoi pas, et les débats. Ça nous ramène à la question de la communication, mais Loïc est déjà revenu dessus. Il y a peut-être des choses à imaginer sur la diversité des médias, la diversité des formes de prise de parole, et il y a des choses qui se montent déjà maintenant sur des médias alternatifs. La question de la démocratie, de la société civile, je reviens sur tout à l'heure, et ça a été dit aussi là, prendre en compte qu'on a aussi plein d'associations, on n'en a pas beaucoup parlé. Sur cette société civile organisée, les associations, on a parlé des bénévoles aussi, peut-être dire que oui, c'est un réseau, c'est un acteur essentiel, les associations, et qu'il y a aussi la question forte, alors notamment pour les personnes les plus éloignées de la parole publique, pour les jeunes, pour les plus pauvres, de qui nous représente, qui dans les associations nous représente et comment ça fonctionne aussi dans la vie associative. Donc ces questions démocratiques, elles sont aussi à poser dans nos organisations collectives et dans nos associations, où il faut peut-être réfléchir aussi à comment est-ce qu'on ouvre à des nouvelles personnes, comment est-ce qu'on fait des rotations dans les responsables, comment est-ce qu'on ouvre davantage les réunions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, combien de fois on entend, nous, des élus nous dire, ou des responsables nous dire, pour les jeunes, pour les plus pauvres, on essaye, alors on fait des réunions, on fait des dispositifs exprès pour les jeunes, on leur dit de venir, qu'on va les écouter et tout, puis ils ne viennent pas. Alors là, vraiment, il faut peut-être complètement inverser la chose et vraiment faire des événements comme ça, des dispositifs, notamment pour les jeunes et les plus pauvres, avec eux. Je reprends juste la citation, on ne sait jamais si elle vient de Gandhi ou de Mandela, je ne sais pas si c'est Mandela ou Gandhi qui l'a dit, ou ni l'un ni l'autre, me dira Loïc, mais c'est tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Il y a vraiment cette idée de ce que vous faites, ce qu'on fait, sans les personnes concernées, est pris par les personnes comme quelque chose de contre, de pas ouvert et de pas possible. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis la question importante qui a été dite, j'entends beaucoup la question de l'exigence citoyenne, les suites, qu'est-ce que ça va donner tout ça, comment on va nous rendre des comptes là-dessus. Et on a entendu parler tout à l'heure d'évaluation, je trouve ça intéressant de réfléchir à l'évaluation. Alors est-ce qu'il faut que ce soit des universitaires ou pas, ça j'en sais rien, qui viennent évaluer ce qui se passe, ce qui va se faire. Mais par contre, les critères, qu'est-ce que serait une bonne participation ? Il faut réfléchir aux critères, parce que la plupart du temps, les critères qu'on donne, c'est le nombre de personnes présentes. On a réussi la participation parce qu'il y avait 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. C'est un petit peu limité comme critère, il faut peut-être réfléchir à d'autres critères de réussite de la participation. C'est est-ce que ça a produit de meilleures connaissances, de meilleures décisions ? Est-ce que ça a permis l'expression de personnes que l'on n'entend pas d'habitude ? Est-ce que ça a permis de transformer des modes de faire et toutes ces choses-là ? Voilà. Moi, je voudrais simplement dire un mot qui me frappe et sur lequel je réfléchis aujourd'hui. Cette notion de sincérité, c'est-à-dire de loyauté. Pendant très longtemps, je me suis dit que la démocratie, c'était un système institutionnel qui devait pouvoir fonctionner avec des individus qui n'étaient pas des individus sincères, c'est-à-dire avec des individus qui étaient pas des saints, puisque les hommes ne sont pas des saints, des gens vertueux. Et je me disais, mettre de la morale dans la politique, c'est mettre de l'huile sur le feu, c'est bon voilà, il ne faut pas. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nos démocraties sont victimes d'une corruption qui n'est pas une corruption financière, mais d'une corruption morale, d'une corruption du discours. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prononcer des mots auxquels on ne croit pas. Et je pense que ça vaut, là pour le coup, très fortement pour les élus. C'est-à-dire que la responsabilité qui est celle des élus, c'est d'utiliser des mots, mais finalement en respectant le sens de ces mots, c'est-à-dire en ne les dévoyant pas ou en les déviant pas. Alors vous allez me dire, j'ai un préjugé anti-élu, c'est ce que disait l'élu tout à l'heure. Non, je pense que c'est vraiment la condition de la survie de nos démocraties, c'est que le discours ne soit pas corrompu. Donc, comme l'a dit Loïc Blondiot, c'est un baptême, c'est-à-dire que c'est un début. Et nous nous engageons pendant toute la durée du mandat à continuer ce dialogue. Alors, qu'allons-nous faire de vos contributions ?
Donc tout ce que vous avez fait ce matin, c'est-à-dire toutes les contributions écrites, les tableaux qui ont été récupérés, comme l'a dit Olivier Node, ça fera l'objet d'un compte-rendu écrit. Il y aura une synthèse de ce compte-rendu sur les sites. Mais ça va nous servir aussi en complément de ce qui a été dit dans les questionnaires, puisque nous avons tout un verbatim de ce que vous avez dit, et c'est là-dessus que nous allons travailler notre dialogue avec vous et que nous allons faire des propositions, nous allons continuer notre travail. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est un peu quels sont les chantiers que nous allons engager pour l'année 2016. Alors, ce sont quelques pistes. Nous allons expérimenter pour vous, nos élus, et ce dialogue, c'est aussi une autre manière de travailler avec notre administration qui est aussi en train de se mettre en ordre de marche. Le premier chantier, ça sera la mise en place d'une charte du dialogue citoyen. Il est important de définir quelles sont les règles du jeu entre nous, à quoi on s'engage, à quoi vous vous engagez, et nous aurons un travail collectif à mener sur cette charte du dialogue citoyen. Et c'est là-dessus que se fondera toute notre action. Nous avons envisagé aussi une charte de la commande publique. J'étais dans une table, mais je pense que le participant est parti, qui faisait état de la difficulté pour les TPE d'avoir accès à des marchés publics. Et donc là-dessus, nous allons travailler avec les acteurs économiques pour essayer de voir comment on peut construire une charte de la commande publique pour favoriser l'accès des TPE aux commandes publiques, en tout cas celles qui nous concernent. Nous allons lancer un programme sur les collèges et là aussi, nous allons expérimenter avec les personnes intéressées, donc la communauté éducative, les parents d'élèves et aussi les enseignants. Nous allons essayer de travailler ce programme pour ce nouveau collège avec tous les participants. Nous allons aussi engager une démarche de consultation des usagers. Alors, au terme usager, peut-être, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'aiment pas ce terme, moi non plus, on essaiera d'en trouver un de mieux, mais avec les utilisateurs du réseau des transports Arc-en-Ciel. Donc, ils sont très nombreux à utiliser ce réseau tous les jours pour aller travailler, pour les transports scolaires. Et donc, nous allons travailler sur la mise en place d'un réseau d'usagers ou d'utilisateurs. Nous allons aussi travailler sur nos schémas. Nous avons en perspective un schéma pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Et là-dessus, nous allons travailler à la participation de toutes les personnes concernées, que ce soit les associations, mais aussi ceux qui vont être utilisateurs, pour pouvoir avoir un schéma qui corresponde vraiment aux besoins et qui soit le plus adapté possible aux réalités des Haut-Garonnais. Enfin, nous allons créer des rencontres sur les territoires. Nous allons organiser une série de réunions sur les territoires pour donner la possibilité à chacun de s'exprimer, les acteurs associatifs, le monde économique et aussi les citoyens qui pourront venir rencontrer leurs conseillers départementaux, mais aussi les représentants de l'institution. Nous allons mettre en place un bus aussi qui nous permettra d'aller sur les territoires, de se déplacer. Effectivement, il ne faut pas que tout se passe ici à Toulouse, mais nous avons le souci d'aller au plus lointain de nos territoires, que ce soit sur le Comminges, sur les territoires du Lauragais, du Frontonais ou d'ailleurs. Alors moi, j'ai bien entendu la question de l'évaluation. Ça, je pense que c'est primordial. Effectivement, ce que l'on fait, comment on l'évalue. Et là aussi, vous êtes en demande que cette évaluation, vous y soyez associés. Donc, il est prévu qu'on refasse une rencontre, peut-être le président en parlera, peut-être simplement pour évaluer notre démarche, c'est-à-dire dans un an, qu'est-ce que nous avons fait, comment nous l'avons mis en œuvre. Mais l'évaluation, ça sera aussi dans l'ensemble de nos politiques. Il faudra réfléchir à comment on la met en œuvre en vous associant toutes les personnes intéressées. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment à mon nom, mais je pense que le président le fera aussi pour ce travail et cette participation. Et vraiment, je pense qu'on a beaucoup de matière. En tout cas, c'est très encourageant pour nous pour continuer ce travail-là. Merci. Merci. Merci à moi. Bien, mesdames, messieurs, je dirais,
merci à toutes et à tous. Une matinée que je qualifierais de vivifiante, intéressante, prometteuse, conviviale. Tout d'abord, je voudrais remercier nos intervenants qui ont fait des interventions assez toniques, notamment sur les élus, et je vous demande de les applaudir. Parce qu'en réalité, c'est par les remises en question qu'on avance dans la vie, c'est clair. Remercier du bon travail de groupe que vous avez fait sur les tables et qui permet de définir des objectifs, des challenges riches en perspectives, des synthèses éclairantes et éclairant un avenir permettant d'avancer. Donc une matinée, oui, vivifiante, prometteuse, cordiale. Et merci à toutes et à tous. Parce que, mesdames, messieurs, devant les épreuves et les dérives que vit notre République, les barbares fondamentalistes religieux commettant leurs crimes au cœur de la République et voulant l'abattre, mais aussi et surtout la montée du populisme qui remet en cause les fondements, vertus et valeurs de la République, pour nous, le dialogue citoyen est une arme pour réenchanter la République et lutter contre la dérive populiste. Le dialogue citoyen replace ce dernier, le citoyen, au centre de la réflexion, légitimant une décision co-construite. Le dialogue citoyen s'impose aussi par l'évolution de notre société, niveau de communication, niveau d'information, expertise associative, expertise d'usage, qui progresse chaque jour. Aujourd'hui est le deuxième acte d'une démarche qui débute et qui se poursuivra avec vous toutes et vous tous, et j'espère avec bien d'autres. Vous pouvez compter sur notre volonté politique d'avancer dans ce dialogue citoyen qui est complexe à organiser, qui n'est pas sans risque, qui va demander un engagement, de la patience et du doigté, mais qui permet de requalifier l'action publique et l'action politique, qui permet de réenchanter la République, qui permet aussi de responsabiliser les uns et les autres et de co-construire, partager, bref, créer un vivre ensemble transparent, établir une confiance, réinsérer dans la République une appartenance citoyenne. Merci donc à toutes et à tous pour avoir consacré ce samedi matin à ce deuxième acte d'un projet commun que nous mènerons ensemble. Je vous dis à bientôt. Nous avons du pain sur la planche et je vous invite à partager le verre et peut-être quelques nourritures en convivialité. Merci à toutes et à tous.